peut constater ici, à l'échelle des territoires, des quartiers prioritaires de la ville, au sens large, c'est que la politique est violente. Elle produit de la violence à des niveaux visibles, mais aussi à des niveaux invisibles. Elle produit des logiques d'oppression, d'exclusion, de discrimination. Concrètement, ce qui s'est passé ici, notamment dans le cadre de la période de confinement de Covid, c'est que cet ancien restaurant de chaîne de restauration mondialement connu a permis, bien sûr, de nourrir des ventres, mais plus largement de pouvoir lutter contre un certain nombre de processus d'exclusion et de déshumanisation qui touchent à la dignité, à la décence dans leur quotidien. Ici, au quotidien, des individus qui sont des anonymes, des inconnus, pour rester dans un vocabulaire plutôt proche de la dignité humaine, se sont organisés en intelligence collective pour déployer toute une logistique absolument phénoménale à la mesure de la partition de chefs d'orchestre, avec des chefs d'orchestre particulièrement à l'œuvre, Kamel, Samy, Charlotte qui est derrière nous ici, et qui ont permis comme ça, en cumulé, de pouvoir nourrir plus de 300 000 personnes entre Marseille, Aix, Nîmes, les étudiants enfermés dans leur chambre universitaire, leur logement, les étudiants étrangers, etc. Sans papier. Face à ce constat de désolation, celui où le terreau de la cohésion sociale, plus largement le vivre ensemble est affecté par cette crise sanitaire, le discours du temps de guerre, eh bien, ces individus, ces individualités, ces personnalités vont s'organiser encore une fois pour identifier un certain nombre de problématiques, puisque des associations de quartiers de Marseille vont se retrouver ici, portées par le constat à la colère et la frustration, et à la transformer positivement, et constater qu'au travers des indicateurs socio-économiques dont nous disposons, de taux de chômage, de précarité, de personnes au RSA, etc., eh bien, sont marqués par la couleur ardente, vive, du rouge du chaudron, qui fait que ces personnes-là eh bien, sont enfermées dans des logiques cumulatives particulièrement pernicieuses. Et fort heureusement, eh bien, la capacité de pouvoir réfléchir ensemble et identifier des problématiques a permis d'identifier qu'il y avait un potentiel assez fort de pouvoir transformer en quelque sorte un désastre économique, social, environnemental, l'ANRU qui produit au travers de cette politique urbaine un désastre écologique, des nuisances sonores, un stress, une forme de perturbation, mais plus largement de violence au quotidien pour les individus, qui viennent s'ajouter aux autres formes de violence. Et le restaurant, ici en tout cas, le projet économique sur lequel nous avons travaillé ensemble, s'est fait de façon extrêmement rigoureuse, avec des données économiques, avec un certain nombre de scénarios envisagés et avec la possibilité d'inclure un certain nombre de partenaires économiques, acteurs importants, les plus larges possibles, puisque la SCIC qui va arriver derrière se décompose en 3 collèges, dont le collège des anciens salariés, des membres des associations, le collège des acteurs institutionnels et c'est tout. Dans les 2 collèges dont on a parlé, il y a les anciens salariés et les nouveaux, les stagiaires. Et dans le deuxième, il y a tous les acteurs du quartier, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés, habitants, les associations, mais pas seulement, les commerçants qui ont beaucoup participé. Et donc ces collèges, c'est vraiment important pour nous. Les collèges institutionnels, c'est les collectivités publiques à qui qu'on appelle à financer et à soutenir. C'est aussi les fondations privées, c'est aussi les grandes entreprises du secteur qu'elles doivent, pour nous, on pense qu'elles doivent contribuer aussi de leur RSE, leur responsabilité sociale, environnementale et économique dans le secteur. Et donc c'est tous ces gens-là dont on parle avec la. Et donc on est dans un projet économique qui est rigoureux, extrêmement bien ficelé, qui a été présenté à un certain nombre de partenaires, acteurs institutionnels, et pour lequel, justement, nous considérons l'optimisme de l'action comme étant, justement, ce qui va pouvoir permettre de transformer un environnement économique, social, sanitaire
particulièrement délabré, ou en tout cas prendre appui sur celui-ci pour envisager derrière, au travers de cette activité économique, à nouveau, de porter de la création de richesse, mais aussi de la formation professionnelle, de l'insertion sociale, plus largement retisser des mailles d'un tissu de la cohésion sociale notamment, qui est particulièrement affecté, déchiré, dévasté à des endroits extrêmement visibles si on veut rester dans l'image. Merci. Je vais repasser la parole à Patrick, qui va nous donner 2 éléments sur le cadrage du projet, pour savoir ce qu'il y a dans ce projet de manière globale. C'est-à-dire s'il veut le faire à ta place. Oui. Non, l'idée c'est, au-delà de ce qu'a dit Aïssa, qui est très important, c'est-à-dire que cette histoire de restaurant économique et social ne peut pas être un truc comme ça du ciel. Ça fait partie d'une démarche de quartier avec tous ceux qui ont participé à l'aventure depuis quasiment 4 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous rappelle qu'il y a une expo dehors qui rappelle des mobilisations citoyennes. Et ici, c'est bien la question des mobilisations citoyennes qui est importante. L'idée de ce restaurant, c'est, si c'est un restaurant, il va falloir continuer une activité économique, une activité qui donne de l'emploi, et qui produise sa producteur. C'est le fonctionnement de type entreprise d'insertion. Voilà. Entreprise d'insertion avec une partie formation très, très, très importante. Si on pouvait d'ailleurs évoluer vers un centre presque une école d'application sur la restauration rapide, ce qui n'existe pas beaucoup, ça pourrait être par rapport à cette mais c'est effectivement un projet économique. Ce qui veut dire que celui-là se transformera réellement aussi en un lieu de production de voix, ma production de repas. Il retrouverait par là son rôle d'attrait sur le territoire, parce que ça pourrait être un lieu où on peut venir tout simplement manger, mais aussi un lieu où on peut venir se réunir, un lieu où on peut venir se rencontrer, bien sûr tout de suite avec le masque, ça ne devrait pas être mais un lieu de vie, voilà, et pas un lieu fermé, un lieu de vie, un lieu qui forme, un lieu qui insère, un lieu qui nourrit, et un lieu qui fait plaisir à vivre autour sur ce territoire qui a encore besoin de lieux de rencontre. Donc voilà, donc c'est bien une entreprise d'insertion. Donc l'idée c'est de donner des emplois d'insertion et d'accompagner des gens en difficulté. L'idée depuis le début avec Kamel Guémari ou avec Saline ou avec d'autres copains, c'est que ce lieu-là, il est surtout fait pour aider les jeunes en difficulté de nos quartiers. Parce qu'on veut de l'emploi sur place, mais avant l'emploi, il faut aussi avoir peut-être des processus d'insertion. C'est pour ça que c'est une entreprise d'insertion. On ne peut pas y faire tout de suite de la formation. Donc l'idée c'est que c'est dans un second temps. Et dans la formation, on pense plutôt à une formule que vous connaissez quand vous connaissez les écoles hôtelières. Nous pensons qu'il serait souhaitable que nous devenions formateurs par ce que tu as dit, c'est-à-dire un restaurant d'application dans un second temps. Il y aura une base d'emploi permanent, c'est-à-dire l'équipe d'encadrement, et après un flux en fonction des formes de contrat et des formes d'alternance qu'on va privilégier. Bien sûr, un établissement de ce type-là, en permanence, une vingtaine de personnes, mais il faut voir aussi la notion du flux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent qualification ici, qui après vont prendre emploi ailleurs et permettent à d'autres de venir. C'est le flux aussi qui est intéressant. Et on voit sur les flux qu'on peut drainer effectivement un nombre relativement sachant qu'on parle d'une perte de 76 à 80 emplois permanents. Pourquoi? Donc l'idée là, c'est d'essayer, certes, on ne va pas être une usine de production aussi efficace que la plus grande des multinationales, c'est clair, mais l'idée c'est que, les anciens salariés aient un vrai travail de poursuite de l'encadrement des plus jeunes, parce que c'était le cas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce lieu-là a été conçu avec l'enseigne comme un lieu qui devait insérer les gens du quartier. Ça, retenez-le. Et donc, ce qui est important pour compléter, c'est que celui-là sera un lieu qui fonctionnera en relation avec son environnement, et y compris son environnement de production. C'est-à-dire qu'à la fois des producteurs locaux pour en fournir de la viande, des légumes, etc. Et donc forcément, c'est un lieu qui réfléchira aussi
à avoir une proposition de ces menus, de ces plats, de ces recettes, en référence à une autre forme de consommation que celle qui est plus habituelle de la grande distribution. Alors, Pardon. ça n'a pas ouais, déjà. Je peux me faire un éloigné complet. J'ai pas entendu ce que vous disiez, excusez-moi. Si je peux. Ouais. C'est pas une fast-food. Non, voilà, moi j'aime pas beaucoup le mot fast-food. Hein. Mais par contre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur le support hamburger. Le support hamburger n'est pas forcément un fast-food. Moi je rêve, je le dis depuis un moment, hein, je rêve d'avoir un super hamburger qui s'appellera Quartier Nord. Un hamburger symbolique de ce qui est la relation entre différentes communautés sur ce territoire. Je vous laisse inventer la recette. Et nous sommes en train de travailler, quelqu'un le dira certainement, avec de grands chefs. Oui, voilà. Vous allez en parler. Alors, justement, il faut que vous compreniez une chose, c'est que cette entraide, cette solidarité des salariés de McDo pour leur prochaine issue de ces quartiers populaires n'est pas née avec la SPIC. Elle existe depuis que ce McDo est installé. C'est les salariés de McDo, d'où la spécificité, pourquoi on veut continuer pour officialiser la chose, parce que les anciens salariés de McDo avaient une double casquette. Ils avaient la casquette du travailleur, mais du travailleur social. Ils ont permis à des centaines de jeunes, ils ont modifié la trajectoire mortifère de plusieurs centaines de jeunes qui aujourd'hui ont fondé un foyer, travaillent et sont devenus des citoyens à part entière. C'est ça qui est hyper important. Et ça a été un coût pour la collectivité, mais je vais essayer d'en parler. En effet, ça a été un coût pour l'activité, ne serait-ce que par rapport au programme de l'ONU dont a parlé Karima tout à l'heure. Ça a été un coût pour l'activité parce que ça veut dire très concrètement un certain nombre de dispositions qui sont prises sur le plan macroéconomique permettant à des entreprises de pouvoir venir s'implanter. Concrètement, ça signifie des avantages fiscaux, ça signifie de la défiscalisation, ça signifie un certain nombre d'éléments qui rentrent dans la politique de gestion comptable de cette entreprise qui va jouer sur la structure des coûts, de cette entreprise au point de pouvoir générer ce qu'on appelle des effets de levier sur la marge bénéficiaire de celle-ci. Donc si on prend l'ancienne enseigne, celle-ci en a pleinement bénéficié. Faut-il rappeler que cet environnement des QPV, si nous prenons le 14e, 15e, 16e, a fait l'objet d'une politique de zone franche urbaine qui a permis de venir à un certain nombre d'entreprises de pouvoir s'installer dans le domaine des services, de soins à la personne, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la distribution, du commerce, etc. Et ont bénéficié justement par cette politique économique d'un certain nombre d'exonérations fiscales, sociales, qui ont davantage contribué et dont l'objectif premier, faut-il le rappeler, était celui de l'insertion professionnelle accompagnée d'un volet formation. Mais malheureusement, cette politique n'a pas été assortie d'indicateurs attendus et de bilans, voire éventuellement d'exigences sur une espèce de retour sur investissement social de la politique fiscale menée par les pouvoirs publics. Ce que nous proposons, nous, dans ce modèle-là, c'est justement de véritablement articuler la dimension économique, le projet économique de la SCIC, avec la dimension sociale de formation et plus largement celle de permettre à faire que, comme l'a rappelé Salim juste derrière, des trajectoires qui étaient marquées par une forme d'assignation à l'impasse, c'est-à-dire derrière la disqualification sociale, la perte d'emploi, se retrouver dans les minima sociaux, les économistes diraient dans la trappe à pauvreté, eh bien, de transformer ces trajectoires-là en des trajectoires d'ascension, d'élévation vers la dignité. Faut-il par exemple rappeler que le système de protection sociale tel qu'il a été conçu, notamment en Grande-Bretagne par M. Beveridge, posait la question, en tout cas comme credo, le fait de pouvoir libérer l'homme du besoin et du risque. Ici, dans les QPV, les besoins et les risques n'ont pas disparu, ils sont devenus structurels, et c'est ce pourquoi ce projet-là, notamment, est construit, en tout cas dans sa finalité, de pouvoir lutter contre cela. Alors, on pourrait nous poser la question, mais pourquoi ici? Et pourquoi pas notre local? Personne ne nous l'a posé, mais on la pose nous-mêmes. On la pose parce que, on va être très clair, ce lieu-là, d'abord, il est chargé d'histoire, tel que l'ont raconté mes collègues.
c'est un lieu qui est emblématique pour les gens du quartier. Mais vous avez dû remarquer quand même qu'il est à la croisée, il est le carrefour de toutes les cités autour. Il est inenvisageable de le faire au sein d'une cité. En plus, avec la L2, on s'aperçoit aussi de la possibilité que sur place, ici, d'autres populations de Marseille puissent venir. Notre idée n'est pas d'enfermer les quartiers nord, elle est plutôt de les laisser ouverts et que cette proposition de SKIC, mais l'idée c'est la participation des habitants à l'économie locale. C'est ça que ça veut dire. On ne veut pas créer une entreprise, Et les salariés, les anciens salariés, les anciens salariés se sont engagés dans cette là, c'est parce que c'était leur projet quand ils ont travaillé ici. Ils n'arrêtent pas d'avoir, par exemple, précisons-le carrément, c'est ce lieu-là et pas un autre. Ça, c'est le premier point. Tu veux compléter là-dessus ou... Je vais compléter sur ce qu'il disait tout de suite par rapport à McDo. En plus, nous, on se situe dans une dynamique de volonté de bonne relation avec McDo, puisque notre proposition n'est pas de voler McDo, mais de proposer que ce lieu fasse l'objet par McDo d'une cession à une fondation d'utilité publique. En faisant une cession d'un lieu, ça veut dire que 60% ou 70% sont récupérables sur l'IS de l'entreprise, ce qui veut dire qu'elle a intérêt à faire la donation de ce lieu, puisqu'en fait c'est directement un produit, 60% de la valeur vénale du bien, qui doit être relativement important. On a quelques idées, mais ça veut dire quelque chose. Donc on n'est pas en train de demander l'aumône, mais au contraire de faire un deal économique valable, puisque ça permet clairement ce lieu qui n'a plus d'utilité pour le réseau McDo, puisqu'il a cessé son activité, de pouvoir le passer à d'autres qui continuent la même fonction sur ce territoire, tout en permettant de récupérer ce financement important, même si c'est en déduction d'impôt sur l'IS. 线路输入 Pourquoi pas Oui, il y a plusieurs fondations possibles. Oui, donc l'idée c'est qu'ils peuvent faire une cession en tant que telle, une donation simple. Là-dessus, ils récupèrent 60% de la valeur du bien et il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il y a des textes que vous avez pour service public. Il y a d'autres formules qu'on est prêt à discuter, mais il faudrait qu'on puisse discuter. L'autre formule, c'est par exemple un truc momentané, par exemple une donation temporaire, uniquement sur l'usufruit. Nous, ce qu'on veut, c'est l'usage. On n'en a rien à foutre des biens. Un bail Un bail amphithéotique, un bail à réhabilitation parce qu'on a besoin de faire des travaux. Donc les formules existent. Et ils existent, ils peuvent ne pas perdre à terme leur bien, ils peuvent le céder et gagner dessus. Donc les formules existent. Et on ne leur demande pas de nous le donner sans retour pour eux. Et même, je pense que le retour sera suffisamment important, eu égard à tout ce qu'ils ont touché pour la L2, 400 000 euros, pour la zone France. Donc, ils sont gagnants. Retour en termes d'image. Et en retour en termes d'image, disant qu'ils participent. Surtout à suite au confinement, ça montre que McDo s'intéresse à la réalité des populations de ce territoire-là. Alors, actuellement, ils sont toujours propriétaires. Ils sont propriétaires des murs et du fond. Les murs et le sol, c'est pareil pour nous. Le foncier, plus le fonds de commerce, ils sont encore en capacité à négocier. Donc, notre souci, c'est de dire, nous, il y aura probablement, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'usage. On va être très clair. Notre demande, elle est sociale, donc elle est de l'usage. Avoir un fonds de commerce n'est pas notre intérêt. Ce qui veut dire qu'il y avait donation et fondation, ça veut dire qu'après, conventionne avec la fondation qui est propriétaire par donation du bien, une convention d'utilisation sur un temps X, avec la possibilité, en fonction de l'évolution du projet, éventuellement d'avoir rémunération des loyers quand, bien sûr, l'équilibre économique de la structure le permet. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté la structure, son démarrage, mais bien de le faire dans le temps. Mais nous envisageons que dans un fonctionnement, bien sûr, qui reste à démontrer dans la raison du quotidien, la structure classique soit capable de sortir de son chiffre d'affaires un loyer qui permet d'amortir pour la fondation porteuse
la réalité de la gestion de ce lieu-là. Pardon ? La fondation, il y a plusieurs fondations. C'est les fondations d'utilité publique qui nous intéressent le plus, parce qu'elles donnent une garantie sur l'utilisation des fonds. Une fondation privée, c'est un peu plus compliqué. Donc nous avons pris des contacts avec des fondations, Fondation Avenir, on a discuté avec la Fondation France, mais toutes ces fondations disent attendez, nous on veut bien travailler avec vous, mais on en est où dans votre fondation avec Magno. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas pour l'instant avancer plus loin, parce qu'il va falloir qu'on avance dans la discussion, la négociation avec cette entreprise. Alors, Donc le contact est précaire. Alors voilà, c'est ça que j'avais. Le contact avec McDo. C'est quoi Le contact avec McDo est établi maintenant, hein, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un interlocuteur de McDo désigné au niveau de l'équipe de McDo nationale, ce qui est un point important. Donc c'est le directeur juridique qui est notre interlocuteur, enfin qui est un interlocuteur qui a été désigné par McDo pour réfléchir sur ce projet-là. Et nous avons présenté ce projet à la ville, notamment à l'adjoint à l'économie, hein, tout à l'heure, et le contact est établi entre l'adjoint à l'économie et McDonald's, et la rencontre est programmée. Elle a déjà été programmée, elle a été reportée pour des raisons liées au confinement, au couvre-feu, hein, on peut faire ce rendez-vous, mais il y a un contact qui est mis en place, et donc ce contact permettra à McDo, à la ville, de pouvoir étudier l'ensemble des possibilités, et nous espérons bien sûr en priorité notre proposition, puisque c'est nous aussi qui avons permis que ce contact se fasse, et c'est nous qui sommes les plus avancés, certainement. Vous permettez-moi de dire, à mon avis, les plus pertinents sur l'évolution future de ce territoire, et aussi afin de permettre à ce territoire de retrouver une vie normale. Excusez-moi le mot normal, mais le mot normal veut dire un lieu qui vit tranquillement, en bonne relation avec son environnement, avec l'acceptation de l'ensemble des acteurs du territoire, et dans une dynamique d'un lieu fort de rencontre sur le territoire. Donc sachez quand même que le contact avec la ville date de juillet, le 20 juillet. Il y en a eu un autre le 4. On a rencontré M. Larbic le 24 août. Nous avons rencontré également les gens du cabinet le 27 août. Nous avons gardé relation uniquement avec M. Larbic par le biais de Fab.